Alors moi je vais essayer dans un premier temps de présenter très rapidement nos intervenants. Alors Aldo, vous nous avez démontré que les mères juives n'existent pas. Voilà. Vous l'avez même écrit. Absolument. Vous nous avez dit que l'urgence aujourd'hui c'était d'éduquer ses enfants. Absolument. Vous l'avez écrit. Vous vous êtes demandé et vous nous avez demandé in fine également s'il faut être plus sévère avec nos enfants. Oui. Et vous en avez fait un livre, hein, donc à chaque fois... Non. C'est une interview qui a été... Avec Edwige Antier. Oui, mais ça, c'est vraiment... Ne citez pas ça, c'est pas bon. Et vous nous Parce que j'ai un contradicteur. Alors. Et vous nous demandez aujourd'hui de prendre la vie à pleine main, ce qu'on va évidemment essayer ce qu'on va évidemment essayer de faire avec vous. Gabriel Fary, vous êtes le fondateur de l'Alliance pour un judaïsme traditionnel et moderne. Vous êtes l'aumônier israélite de l'hôpital européen Georges Pompidou depuis son ouverture en 2001. Vous travaillez également toujours à ce rôle à l'hôpital Corentin-Selton et à l'hôpital Vaugirard. Et nous attendons donc Michel qui va arriver d'un instant à l'autre. Vous comprendrez pourquoi elle est un peu en retard. Elle est responsable de l'unité mobile de soins palliatifs de l'hôpital La Salpêtrière. Et elle était encore en train de travailler, donc elle est partie après avoir reçu son dernier patient. Alors Aldo, vous disiez tout à l'heure à Bruno qui parlait d'enfants hyperactifs. Moi, on m'a demandé de venir parler d'enfants agités. Donc j'imagine que ça n'est pas la même chose. Alors quand est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est agité et quand est-ce qu'on commence à dire que cette agitation pourrait s'appeler de l'hyperactivité? C'est une bonne question. Alors, un enfant agité, il y en a aujourd'hui une quantité considérable. Ils le sont tous, pratiquement. Et peut-être même plus chez les Juifs que chez les autres. Vous savez que les Juifs ne font jamais rien à moitié et qu'ils excellent en tout. Donc, à partir du moment où on dit c'est comme ça qu'il faut faire, ils font. Et comme il y a eu une directive de cet ordre complètement tordue depuis un certain nombre de décennies, ils y vont. Donc ça donne ce que j'appelle, moi, des enfants agités, comme ça, mais pour dire que je mettrai, si vous voulez, ce nombre incalculable d'enfants de ce type, j'appellerai ça des enfants mal élevés. Le concept de mal élevé, c'est un concept que nous avions en Afrique du Nord, c'était la suprême insulte. Et quand on était gamin et qu'on se disputait avec une fille, elle nous disait « mal élevé, va !» et on lui répondait « mal élevaise ». C'était vraiment la suprême insulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des enfants chez lesquels on a décidé que les repères de l'éducation étaient strictement inutiles. C'est une idée qui est rentrée, en quelque sorte, dans l'ordre des choses après 68. À partir du moment où on a commencé éventuellement à découvrir que le petit enfant était beaucoup plus doté de moyens qu'on ne le pensait. Et très très vite, quantité de discours se sont branchés là-dessus avec une série de complicités. C'est-à-dire que on a petit à petit hissé l'enfant au sommet de la pyramide familiale. C'est-à-dire, au lieu de faire de lui ni plus ni moins que le rejeton de sa famille d'origine, c'est-à-dire de ses parents, et lui était à la génération inférieure, on a décidé que les parents étaient à son service. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que les enfants ont cessé d'être éduqués. Cette histoire d'éducation est extraordinairement importante. Moi, pour ma part, je suis venu ce soir avec grand plaisir pour en parler parce que je pense que c'est une priorité. Quand j'ai publié mon livre sur l'éducation en 2008, j'ai pris pour motif de cette publication le fait que le Haut Commissariat à l'éducation nationale a relevé que plus de 40% des enfants, c'est-à-dire presque 1 sur 2, à l'entrée en 6e, ne maîtrisaient ni le français ni le calcul. Ce qui ne laissait pas d'être préoccupant. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, les problèmes d'instruction en France se mettaient véritablement à devenir visibles. Et on s'aperçoit, et les données sont récentes, puisque ça date d'à peine quelques semaines, que de ce côté-là, la France a encore rétrogradé.
Et elle a rétrogradé, et que quand on examine tout ce qu'il en est des facteurs qui mettent en place, ce qu'il en est des performances de l'instruction, je parle bien d'instruction pour la différencier de l'éducation qui est tout autre chose, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que tous les facteurs sont excellents, mais il y en a un auquel on ne prête aucune attention, c'est véritablement ce qu'il en est de l'enfant et de ses antécédents. C'est-à-dire que on écrit sur les bulletins des enfants, ne travaille pas, peut mieux faire, manque de concentration, et quantité d'appréciations comme celle-là. Et on ne se pose pas la question du pourquoi les enfants sont ainsi. Or, ils sont ainsi parce que, justement, on a abandonné l'éducation. Et je distingue de façon extrêmement claire l'éducation de l'instruction. Malheureusement, dans notre pays, le ministère s'appelle ministère de l'Éducation nationale. Ce qui est un très mauvais terme, puisque quand il a été fondé en 1834, il s'est appelé ministère de l'Instruction publique. Ce qui avait un sens, c'est-à-dire qu'on a décidé, en quelque sorte, d'instruire la masse du peuple et de faire en sorte que tout le monde sache lire, écrire, compter, etc. Ce qui est un but tout à fait louable. Le ministère de l'Instruction publique avait défini son objectif. Cet objectif est resté le même de 1834 à 1932 ou 1933, où la guerre entre le privé et le public ayant été tellement importante, Édouard Herriot a décidé de débaptiser le ministère et l'a appelé ministère de l'Éducation nationale. C'est resté ministère de l'Éducation nationale jusqu'à l'avènement de Vichy. Pétain a repris la dénomination du ministère sous le nom de ministère de l'instruction publique. Encore une fois, l'objectif était bien là, c'est-à-dire l'instruction, c'est l'État qui l'assure, l'éducation, c'est pas l'État. Et De Gaulle, revenant au pouvoir, ne pouvait pas conserver une prérogative de cet ordre et a donc rappelé cela, ministère de l'Éducation nationale. Ce qui donne lieu à quantité de malentendus. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que dans ma pratique de pédiatre, j'ai souvent entendu dire par les parents, quand je faisais remarquer que l'enfant ne tenait pas en place, qu'est-ce qui se passe, il faudrait peut-être lui mettre des limites, les parents me dirent « Ah mais à la rentrée, il va à l'école, tout ça va être réglé ». C'est-à-dire qu'on estime que l'école est là pour éduquer. Et puis, ce qui n'est pas la réalité, ce qui n'est pas vrai, et ça donne lieu à des scènes qui m'ont été rapportées, comme par exemple une institutrice d'école maternelle en grande section appelle une maman pour lui dire que son enfant est intenable. Et la maman arrive furieuse en lui disant « Écoutez, madame, mon mari dirige une usine de 700 personnes. Quand il a un problème avec un de ses ouvriers, il n'appelle pas ses parents. » Vous avez autre chose, une institutrice qui a un CE2, qui paraît déprimée. Quand je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, elle me dit j'en ai marre de mon métier, j'ai voulu le faire parce que c'était ma passion, etc. etc. Et quand je dis à la classe ouvrez vos livres, nous allons faire de la lecture, la moitié des enfants se lèvent, il y en a un qui veut chanter, l'autre qui veut faire ceci, l'autre qui veut faire cela. Et quand j'appelle les parents pour leur dire voilà ce qu'il en est, on me dit c'est votre travail. Or, l'éducation n'est pas une affaire d'institution, ou du moins, elle n'est pas l'affaire de l'institution scolaire en général. Elle peut faire partie de l'affaire de certaines institutions, mais en général, celles-là sont réservées aux cas graves. L'éducation, c'est une affaire de parents. C'est une affaire de parents, et cette affaire de parents ne peut se faire que par les parents, et n'est pas opérable par quelque personne que ce soit, et ça ne commence pas à 6 ans, 8 ans, 10 ans, ça commence au berceau. C'est-à-dire que le principe éducatif doit procéder d'un état d'esprit des parents. L'état d'esprit des parents, ça consiste précisément à ne pas faire de leur enfant le sommet de la pyramide familiale et à ne pas se mettre à son service, mais bien au contraire, à le situer dans la génération qui est la génération d'en dessous et de procéder d'une façon telle à lui enseigner ce qu'il en est du monde dans lequel il vient. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que le tout petit qui naît aujourd'hui, qui vient au monde aujourd'hui, est strictement le même que le tout petit qui naissait il y a 8 millions d'années quand l'espèce humaine s'est spécifiée. C'est-à-dire qu'il est doté d'un matériel
pulsionnel, ce matériel pulsionnel est destiné à lui permettre d'avoir quelques moyens pour affronter le milieu particulièrement hostile dans lequel il naissait. Ce milieu a totalement changé. Nous avons affaire maintenant à un milieu particulièrement protecteur, mais les pulsions n'ont pas changé et les phénomènes pulsionnels sont toujours là. C'est-à-dire qu'un tout petit bébé qui vient au monde est d'abord et avant tout un individu prodigieusement égoïste, prodigieusement égotiste, ne pensant qu'à lui et seulement à lui, se fichant éperdument de ce qui se passe de l'autre côté, ailleurs que chez lui, et n'ayant qu'un seul objectif et qu'une seule boussole pour lui indiquer le nord, c'est le principe de plaisir. C'est comme ça que l'humain vient au monde. Et tant qu'il est, si tant est qu'éventuellement on ne procède pas à une éducation qui est destinée à lui faire changer ses options, c'est-à-dire à lui permettre de réprimer ses pulsions, et d'apprendre ce qu'il en est de l'existence des autres et du monde dans lequel il est, nous ne procéderons à aucune éducation. Pendant longtemps, quand je parlais au public juif, qui me préoccupe par-dessus tout, puisque de toutes les façons, au début de mon exercice, quand j'avais affaire à une famille juive dans ma liste, j'étais tranquille, je me disais au moins on va avoir quelque chose de sympathique et de bien réglé. J'étais très tranquille et très heureux. À la fin de mon exercice, quand j'avais un non-juif dans ma liste, je m'attrapais déjà la tête. Pourquoi ? Parce que c'était les pires. Et pourquoi ? Et je me suis posé la question, puisque j'ai assisté à cette évolution. Et je me suis dit, je m'étais formé une sorte d'hypothèse qui tenait bien la route. Je me disais, au fond, au fur et à mesure, je me suis installé en 65, j'ai quitté mon activité professionnelle en 2002, je me suis dit, pendant tout ce temps-là, la communauté juive de France a pris des habitudes. On va en vacances en Israël. Or, dans mon expérience, et Dieu sait que j'ai vu des gens de tous les pays et de toutes les nationalités, les enfants les pires au niveau de l'éducation, ceux qui sont le plus mal éduqués de très 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 loin, ce sont les enfants israéliens. Je me suis dit, les gens vont en Israël, Israël devenant la référence, et pourquoi pas, Dieu bénisse, heureusement, et pour moi aussi c'est une référence. Je me suis dit, dans la mesure où ils voient les Israéliens procéder ainsi, ils disent, on va procéder de la même manière. Pour les Israéliens, il y aurait une logique, en tout cas, une logique qui permet une hypothèse. On met au monde un enfant, c'est merveilleux, mais on est quand même dans l'angoisse, puisque c'est un pays en guerre, en se demandant si éventuellement il sera encore vivant à 20 ans, compte tenu du fait qu'il sera enrôlé dans l'armée. Il se passe quoi ? Il se passe qu'on va le satisfaire à tous les niveaux pour avoir une certaine bonne conscience. Pour le cas, hélas, abominable dans lequel il disparaîtrait, il aura eu une vie de plaisir pleinement. J'ai été invité à faire une série de conférences sur l'éducation en Israël. Et j'ai élaboré mon hypothèse en disant que je suppose que c'est ainsi que les choses se passent. Et en Israël, évidemment, il y a les 3 années de service militaire. Les individus intenables qui étaient ces enfants-là sont recadrés complètement. Et ça donne des adultes tout à fait passables et tout à fait... Encore que. Vous savez, vous connaissez la blague de cette jeune femme juive à qui le rabbin dit « Tu as 30 ans, c'est péché de rester célibataire. Je t'ai déjà dit de mettre une annonce. » Il a dit, j'ai mis mon annonce. Il dit, et alors, comment se fait-il que tu ne sois pas encore, que tu n'aies pas trouvé de candidat ? Il dit, mais j'y peux rien, tu as mis une annonce une fois. Non, elle est apparue toutes les semaines. Alors, elle est encore dans le journal de cette semaine. Et qu'est-ce que c'est ton annonce ? Qu'est-ce que tu as mis ? J'ai mis jeune femme juive de 30 ans, recherche pour mariage, séfarade cultivée, ashkénaze optimiste ou israélien poli. Je trouve que cette blague nous donne bien ce qu'il en est de ces éléments-là, qui, pour caricaturaux qu'ils sont, restent quand même d'actualité. Eh bien, les Israéliens m'ont immédiatement, quelqu'un dans la salle a levé la main, il m'a dit « Mais vous vous trompez complètement, vous n'avez rien compris à Israël. » Je ne demande pas mieux, expliquez-moi. Il dit « Écoutez, en Israël, pour la première fois, les Juifs sont réellement libres, ils ne sont plus esclaves, ils ne sont plus soumis à quelque pouvoir que ce soit. Eh bien, ils doivent être libres dès la naissance. Et on ne doit leur appliquer aucune espèce de contrainte. C'est comme ça qu'on a justement une difficulté considérable qui est que, à partir du moment où on n'applique aucune espèce de contrainte, l'enfant va rester soumis à son système pulsionnel, laisser tomber
complètement la conscience de l'existence des autres et devenir un être asocial, ou en tout cas qui ne nourra pas de liens sociaux, ou qui, quand il nourra des liens sociaux, ce seront toujours des liens faits à son service. Nous avons là, au niveau psychopathologique, une disposition qui risque de produire de gros ennuis pour ces individus plus tard. Donc, cette histoire d'éducation, ça commence au berceau, c'est un état d'esprit, et c'est un état d'esprit qui consiste à dire, il n'est pas question que mon enfant me rende chèvre, que ce soit où nous sommes là, ses parents, pour l'éduquer, c'est-à-dire pour lui montrer des limites. Est-ce que je peux avoir une feuille Bien sûr. dont vous ne vous serviriez pas? Voilà. Alors, quand j'étais en exercice, j'avais toujours dans mon tiroir une feuille pliée comme cela. Et j'expliquais aux parents, imaginez la vie comme un pont suspendu au-dessus du vide que l'on doit traverser avec un bandeau sur les yeux. Imaginez que le pont est cette conformation. On part, l'enfant part comme ça, et quelque direction qu'il prenne, il va rencontrer le vide. Quand il aura fait l'expérience un certain nombre de fois, il sera tellement effrayé qu'il se mettra là et qu'il ne bougera plus. Voilà ce que c'est l'absence de limite. Et il va s'agiter, hurler pour que tout lui soit apporté là où il est, pour faire en sorte d'esclavagiser ses parents à son seul bénéfice. Maintenant, imaginez ce que serait éventuellement une éducation, c'est-à-dire la mise en place des limites. Ce serait un pont qui serait ainsi fait. Il part toujours dans n'importe quelle direction, mais dans quelque direction qu'il partira, il rencontrera un parapet, des limites. Et il sera rassuré et il avancera tranquille dans la vie. De temps en temps, il va se mettre à essayer de bousculer le parapet pour être sûr de sa solidité. Les limites que l'on met à un enfant depuis le départ sont des limites qui le rassurent. Mais comment faire pour mettre en place des limites? Où est-ce qu'elles sont? De quoi il s'agit-il? Il s'agit d'une étape dans la vie de l'enfant qui commence à la fin de la première année et qui dure environ jusqu'à la moitié de la 4e année, peut-être quelquefois jusqu'à la fin de la 4e année. Et quand il m'arrivait dans ma clientèle d'entendre des parents me dire de temps en temps j'aimerais bien le jeter par la fenêtre, je me dis bon ça va, ça marche bien. Ils réagissent puisque précisément ils ne supportent pas la manière dont cet enfant veut éventuellement faire la loi. Ça s'illustre comment faire la loi chez les tout petits, parce qu'il n'est pas là en train de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais ça s'illustre par des choses extrêmement banales, toutes simples, toutes bêtes. Il est sur sa chaise haute, il est en train de lui donner à manger, et puis il est là, il piaffe, alors la maman a entendu dire que c'est bon qu'il ait une cuillère, donc elle lui donne une cuillère. Et il est là en train d'essayer de touiller, et au bout d'un moment, il jette la cuillère par terre. Sa maman, qui a beaucoup lu, a lu que c'est comme ça qu'on explore l'espace. Donc elle se dit, il explore l'espace, elle ramasse sa cuillère en se disant, bon, il va explorer l'espace, elle lui donne la cuillère, mais il va le faire 20 fois. Quand il a exploré l'espace 2 fois, pourquoi plus? On lui retire la cuillère. Mais c'est justement, comme il est tout à fait décidé, lui, de faire en sorte de soumettre sa mère et d'être dans l'exercice de sa toute-puissance, eh bien, il va passer à un autre exercice, c'est-à-dire, plam, avec un geste, il va renverser son assiette. Et la maman qui va rechercher, etc., on a ça. Le motif de consultation le plus fréquent, qui lui, alors, il y en avait 5 par jour, c'était docteur, il ne dort pas la nuit, il ne s'endort pas. Ça dure jusqu'à minuit, 1h. Et c'est quoi? Eh ben, elle a tout fait, elle y a donné son bain, elle l'a nourri, elle l'a changé, elle l'a mis dans son lit, elle a mis une petite loupiote parce qu'il pourrait avoir peur du noir, vous voyez. Bon, et puis elle y a tiré sa musiquette, elle y a raconté, puis elle y a dit bonne nuit mon chéri, écoute, elle y a raconté tout ça. Et elle s'en va, il dit rien jusqu'au moment où elle va pour fermer la porte et c'est un hurlement. Donc elle revient, et quelquefois elle revient 10 fois, 15 fois, 20 fois. Eh bien, quand elle revient une fois, l'éducation, c'est elle revient une fois et elle lui dit tranquillement, il n'y a pas de raison pour que tu pleures. Maintenant, si tu as l'intention de pleurer, tu as le droit de pleurer, mais moi, je ne reviendrai pas. Vous voyez comment, au niveau du tout petit,
les choses se passent. Le livre que j'ai écrit à cet égard-là a pris en résumé l'ensemble des éléments qui surviennent dans le tout petit âge. Dans le tout petit âge, on a quantité de manifestations qui sont là pratiquement pour aggraver cet état de choses. Par exemple, le fait qu'éventuellement les parents sont dans une situation telle que ça leur paraît très difficile de laisser leur enfant grandir. Alors vous avez des enfants qui arrivent avec une sucette dans la bouche, une sucette en collier, et puis dans la poche encore une troisième sucette. Et quand vous faites la remarque, on vous dit « Ah ben dans son lit, il en a une douzaine le soir ». Alors les sucettes, on a aussi des enfants, des consultations pour des enfants qui ne renoncent pas au biberon. Il arrive, il a son biberon, il est en 5e. Et on vient, docteur, comment peut-on faire pour supprimer le biberon ? Là encore une fois, comment peut-on faire ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on est soucieux de ne pas faire mal à cet enfant. Or cet enfant-là, lui, est tout à fait prêt à accepter les limites. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le principe même de sa relation à ses parents fait qu'il est capable et qu'il a la force de réprimer ses pulsions, de les refouler, comme on dit en langage psychanalytique, pour gagner l'amour de ses parents. Pour cela, encore faut-il que, précisément, les parents mettent la dragée haute. Tandis que s'ils se mettent là, en quelque sorte, à vouloir impérativement se faire aimer de lui, ils vont devenir ses esclaves. Ça donne quoi ? Ça donne, docteur, comment fait-on pour que la télévision reste éteinte ? Moi, je rédige mon ordonnance et je dis, pourquoi il n'y a pas de bouton sur la télévision ? Mais docteur, elle la rallume ! En hurlant comme ça. Et à la manière dont la mère dit, elle la rallume, on a toute la terreur de cette mère, vous savez. Et le elle en question, on imagine que c'est une adolescente boutonneuse avec des cheveux gras, obèse et méchante. Le elle en question pèse 8 kg 250 et a 16 mois. Vous voyez ? Alors je dis à la mère, ben, vous la prenez, vous l'emmenez dans sa chambre et vous la laissez. Mais docteur, je vais la traumatiser. Terme technique rentré dans le langage courant de toutes les mères. Donc nous sommes là dans quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Vous n'imaginez pas la quantité de fois où il faut corriger les mères dans leur langage, quand par exemple, parlant à un enfant de 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, disent « mais tu ne l'as pas dit à maman ». Vous voulez répéter ? Ben oui, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Oui, mais pourquoi vous lui avez dit à maman ? C'est-à-dire qu'elles continuent de parler à leur enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme s'il était encore un bébé de moins d'1 an, c'est-à-dire qu'il n'a pas la notion de l'objet. Or, elle est objet et sujet de son discours. Alors, corrigez, madame, ne dites pas « tu ne l'as pas dit à maman », dites « tu ne me l'as pas dit ». Pourquoi voulez-vous vous objectiver comme ça, comme si véritablement il était impossible pour lui de vous repérer ? On a quantité d'éléments comme ça qui sont responsables précisément de ce manque, de ce que j'appelle des enfants mal élevés. Et ils sont vraiment intenables parce qu'on les amène parce les parents n'en peuvent plus, ils ne savent plus que faire. Et quand on leur explique que de toutes les façons, à partir du moment où l'enfant déroge à la règle ou déroge à l'ordre, il faut impérativement le punir. Ben oui, le punir. Et ils entendent toujours dans la punition les châtiments corporels. Les châtiments corporels ne servent à rien. Non seulement ils ne servent à rien, mais ils sont attentatoires à la dignité de l'enfant qui est éminemment respectée. Et il y a une seule punition qui, elle, est universelle et valable dans tous les sens et dans tous les cas, c'est la rupture de la communication. On isole l'enfant, on l'enferme dans sa chambre. Docteur, est-ce qu'il ne va pas faire de bêtises ? On s'en fout. Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours les questions derrière et c'est précisément là où on retrouve ce qu'il en est de la difficulté parentale. Je me vante, parce que pour moi c'est un titre de gloire, d'être le seul pédiatre qui ne s'occupe jamais d'enfants. C'est-à-dire, j'ai exercé mon métier de pédiatre pour tout ce qui était le corps. Pour tout ce qui était le reste, je disais, laissez l'enfant à la maison, mais venez vous. Et je m'intéressais aux enfants qu'ont été les parents. Pourquoi ? Eh bien parce que, justement, l'observation prouve que l'on ne fait pas des enfants par hasard.
Nous ne faisons des enfants que pour réparer notre propre histoire. Le rabbin Fari vous expliquera tout à l'heure ce qu'il en est du concept de tikkun, beaucoup mieux que moi. Un enfant, c'est un réparateur. Et le rabbin Fari vous mettra sûrement en exergue le fait que le mot tikkun, T-K-N, est exactement l'anagramme de Tinok, T-N-K, c'est-à-dire le bébé. Un bébé, c'est là pour réparer. Or, réparer, c'est véritablement prendre en compte ce que l'on a eu dans son propre passé pour pouvoir le corriger. Or, il n'existe pas d'individu qui n'ait pas un problème à régler avec ses parents. Les parents sont des individus à qui on reproche et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. C'est simple. Ça rend le métier impossible. Freud disait qu'il y avait 3 métiers impossibles: gouverner, psychanalyser et être parent. D'accord ? Et justement, s'il est impossible, autant le faire comme on l'entend et selon un certain nombre de règles, et peu importe que l'on puisse éventuellement être l'objet de haine plus que d'amour. Peu importe. On n'a pas à attendre de ces enfants une reconnaissance. L'observation démontre que la seule reconnaissance que les parents ont à leur enfant survient quand les parents sont morts. C'est là où on est repris de remords, parce que précisément tout ça, c'est toujours encore le résultat du pulsionnel. Donc, ces éléments d'éducation sont fondamentaux. On ne peut pas fabriquer une société qui puisse aller de l'avant et de façon performante si on n'introduit pas cet élément-là comme primordial. Voilà ce qu'il en est pour les enfants agités. Vous me demandiez ce qu'il en était. Il y a maintenant 2 autres circonstances dans lesquelles on a une agitation qui vient dire autre chose. L'enfant, ce que l'on appelle donc l'enfant hyperactif. L'enfant hyperactif, son diagnostic, on le fait dès qu'il a franchi la porte du cabinet. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il lui est strictement impossible de rester en place immobile, de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire, quand on vient chez moi en me disant « je viens vous voir parce que mon enfant est hyperactif et que je vois que le gamin est à la table des jouets et qu'il est en train d'enfiler des choses, tout de suite, il n'est pas hyperactif, celui-là. Celui-là, ce n'est pas un hyperactif, il y a d'autres choses à faire, mais ça n'est pas un hyperactif. L'hyperactif, il est dans le mouvement perpétuel. C'est crevant. Un hyperactif, c'est un individu qui est insupportable, parce que dans quelque endroit qu'il est, il est tout le temps en train de bouger. Il n'a que ça. Mais c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'il bouge ? Pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là ? C'est une question qui vaut que, évidemment, les psys ont élaboré quantité d'éléments qui sont capables de produire des diagnostics de cette maladie d'hyperactivité. Et il y a des questionnaires qui sont remplis par les parents pour savoir si ces enfants sont ou non hyperactifs. L'avantage que j'ai pour ma part, c'est que je ne suis pas psy. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un pédiatre qui ne s'intéressait pas aux enfants. On pourrait dire que je ne suis pas pédiatre. Donc, si vous voulez, je m'aventure comme ça à toutes sortes d'hypothèses. Et combien de fois ai-je vu des enfants hyperactifs et ai-je réussi, sans les prendre en psychothérapie, comme ça se fait, ou sans leur donner cette fameuse Ritaline qu'on leur donne à tour de bras, eh bien, ces enfants-là, je pars du principe que s'ils bougent à ce point-là, c'est pour quelque chose. C'est-à-dire que leur hyperactivité a une fonction. Et cette hyperactivité qui a une fonction, quelle fonction a-t-elle ? C'est quoi remuer ? C'est quoi bouger ? C'est quoi ne pas pouvoir rester en place ? C'est véritablement se donner le sentiment que l'on est vivant. C'est-à-dire être sûr que l'on a fait quelque chose, que l'on est là comme un individu vivant. Autrement dit, l'enfant hyperactif est un enfant effroyablement tourmenté par l'idée de sa mort, et de sa mort imminente, et de sa mort n'importe. Mais comment est-ce qu'il peut éventuellement être à ce point atteint par l'imminence à chaque fraction de seconde de sa mort ? Eh bien, ni plus ni moins que parce que, à l'intérieur du projet qu'il a mis en route et de la manière dont il a été élevé par ses parents, il y a quelque chose qui tourne autour de cette idée à l'intérieur de la pensée, plus exactement maternelle que paternelle. Et on a là affaire à quelque chose qui va
pour pouvoir éventuellement assurer une amélioration de cet enfant, aller du côté de l'interrogation de ce que c'est que le statut de cet enfant à l'intérieur et de l'histoire et de la psyché maternelle. Le troisième volet, enfin, c'est le volet des enfants que l'on dit surdoués. Les enfants surdoués sont caractérisés par une chose, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas très facilement tenables. Et ils ne sont pas facilement tenables, on dit souvent parce qu'ils s'ennuient. C'est-à-dire qu'il faut les occuper. Alors très fréquemment, on va leur donner une occupation, si bien qu'on va leur faire sauter une classe, par exemple, pour les mettre devant un défi qu'ils ont à relever. Ça améliore un tant soit peu les choses. Je pense que chez les enfants, tous ces enfants agités que l'on confond entre mal éduqués, hyperactifs et surdoués, les seuls qui méritent un traitement psychothérapeutique sont les enfants surdoués. Non pas du tout parce qu'ils s'ennuient, mais parce que leur surdon est un véritable cauchemar. C'est-à-dire que leur surdon les met dans un état d'écorché vif et qu'ils sont hypersensibles à n'importe quoi. Mais comment est venue cette hypersensibilité ? Cette hypersensibilité est venue, et c'est mon expérience qui me permet de le dire avec autant de sécurité et d'assurance, alors que c'est quelque chose qui ne se dit pas ailleurs, un enfant devient surdoué quand il est soit humilié lui-même, profondément humilié, soit quand il assiste à un attentat à la dignité de l'un ou l'autre de ses parents. C'est-à-dire que quelque chose vient le confronter à une douleur insurmontable pour laquelle il n'a pas les moyens d'intervention. C'est-à-dire, pardonnez-moi si je vous dis cela comme ça, mais après tout, pourquoi ne le dirais-je pas ? Je veux dire que Freud raconte comme ça que son père lui raconte que un cosaque passant dans la rue a pris son chapeau et l'a jeté par terre en disant « ramasse, juif ». Et Freud, qui est là presque en train de dire « j'espère que mon père lui a cassé la gueule », il demande à son père « et qu'est-ce que tu as fait ?» Et le père lui dit « je l'ai ramassé ». Et dans l'auto-analyse qu'il fait, Freud relève que c'est quelque chose qui a été crucial pour lui dans son devenir. C'est-à-dire que la narration simple. Pour ma part, encore une fois, je vous dis, le surdon n'est pas un avantage, c'est un inconvénient. Je suis moi-même un individu surdoué. Et j'ai parfaitement repéré le moment, dans mon analyse, le moment où est intervenu ce surdon, en quelque sorte, c'est que nous habitions une abominable cave en Afrique du Nord, et cette cave appartenait à une dame très riche qui habitait au-dessus. Et donc, régulièrement, elle venait régulièrement prendre son loyer. Et quelquefois, il arrivait à ma mère de ne pas avoir l'argent pour la payer. Et cette dame, et j'ai assisté une ou deux fois, rentrait dans l'appartement, prenait une pile d'assiettes et la jetait par terre. Et ma mère baissait la tête et ne disait rien. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant assiste à cela ? Il se promet que plus jamais quelque chose de cet ordre interviendra. Et à ce moment-là, et nous le savons, parce que physiologiquement, les neurophysiologistes nous l'ont appris, il y a une multiplication considérable de la jonction des neurones, des interconnexions. Et ça développe une faculté qui est là et qui va au-delà de ce que pourrait être le simple bonheur de l'existence d'enfant. C'est-à-dire qu'on va convertir ce choc en un malheur si grand qu'il faut impérativement s'armer pour le combattre. Et cela, si vous voulez, ça donne ces enfants que l'on dit surdoués, qui est effectivement un très beau qualificatif, sauf que c'est aussi le diagnostic d'une véritable tragédie comportementale pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont là constamment à réagir, pas au quart, mais au centième de tour, à toute chose qui peut éventuellement produire de la menace. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient paranoïaques. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont un imaginaire tel qu'en définitive ils trouvent partout des circonstances capables de les faire souffrir. Non, ça veut dire que la plus petite nuance
qui vient là, en quelque sorte, signer de l'injustice, signer de la violence, signer quoi que ce soit de cet ordre-là, est quelque chose qui les fait surréagir. Et ces enfants-là, eux, méritent effectivement un secours psychothérapeutique. Parce que quand ils arrivent à pouvoir cerner le moment où les choses se sont déclenchées, on parvient à les aider, c'est-à-dire qu'ils deviennent infiniment moins sensibles. Voilà ce que j'avais à vous dire comme introduction autour de ce thème que vous m'avez soumis. Maintenant, on peut encore aller très loin. Alors, on va avoir évidemment de très très nombreuses questions à vous poser. On va d'abord évidemment mais on est là pour ça. Laisser la parole à Gabriel. Moi, j'ai quand même beaucoup noté que dans la première partie, donc les agités, vous parliez beaucoup de la mère et que le père était très absent. Mais on y reviendra. Mais c'est souvent elle qui revient et lui, on ne sait pas très très bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, juste là, pour vous répondre? Parce que justement, on me fait la réputation d'être quelqu'un qui déteste les mères. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah non, mais... Et qui les charge. Ah, ça je pourrais. Oui. Mais c'est naturel de charger la mère, pour une raison simple, c'est que c'est elle qui est au charbon, d'une part. D'autre part, le séjour de l'enfant in utero a fabriqué une relation très singulière entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est branché constamment sur la mère et sur l'inconscient de la mère. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement ce qu'il y a dans la tête de sa mère avant même que cette mère ne s'exprime. C'est cela. Et puis, c'est elle qui, effectivement, intervient pour donner des ordres, ou pour poser des interdits, ou pour donner des émissions. C'est sa position qui fait que l'enfant, l'entendant 5 sur 5, elle peut tout à fait dire tout, sans qu'à aucune espèce de moment, elle ne soit, en quelque sorte... qualifié d'une personne qui, c'est ce qu'on entend souvent, mais docteur, c'est moi qui suis là, quand son père rentre, il veut jouer avec lui, et c'est moi qui suis là pour interdire, pour faire les mots. Et je détrompais toujours mes patientes en leur disant, ne vous inquiétez pas, à l'intérieur de sa psyché, cet enfant, il a 2 registres. Il a oui et plaisir. Oui et plaisir, c'est le conte de maman. Non et déplaisir, c'est le pas conte de maman. Toutes les fois que vous lui posez un interdit, ou que vous mettez en place un désagrément, ou que vous mettez une punition, il ne vous en attribue pas la responsabilité. Il dit, ça n'est pas elle. Si ça n'est pas elle, c'est qui? Ben, c'est pas. C'est-à-dire que c'est l'autre, le sale con qui est là. Et c'est probablement lui qui a tourné la tête. Pourquoi est-ce que je sais que ma mère, c'est oui? Pour une raison simple, c'est que pendant 9 mois, dans son ventre, je lui ai fait toutes les demandes du monde et elle m'a satisfait sans aucune espèce d'attente. Donc maman, elle est là pour dire oui. Et toutes les fois que quelque chose survient qui est du pas oui, ben, c'est l'autre, c'est le mec là en question. Alors, de là, on a conclu, et Dieu sait qu'on a inondé dans les radios, c'est que l'autorité, c'est le père. Oui, c'est la source de l'autorité, mais ça n'est pas l'autorité. Alors on dit, c'est lui qui doit regarder les bulletins scolaires, c'est lui qui doit dire, va dormir, c'est lui qui doit faire ceci. Mais pas du tout, surtout pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'un père, c'est comme une pile, ça s'use très vite. Il faut le réserver aux grandes occasions. Mais alors, il sert à quoi? Eh bien, il sert à créditer l'action de la mère. Nous avons un exemple parfait dans nos sociétés. C'est que les entreprises, les multinationales, ont un PDG. Le PDG n'intervient pas dans la concrétude de l'entreprise. C'est le DG, c'est le directeur général. La mère, c'est le DG. Le père, c'est le PDG. Et le DG ne peut agir que parce que, en quelque sorte, il est garanti dans son action par le PDG. Je vous signale que les institutions de la République sont calquées là-dessus. Il y a un président de la République qui dit les orientations et un Premier ministre qui les met en marche, n'est-ce pas? Il s'est passé quoi avec le quinquennat Sarkozy? C'est que Sarkozy a oublié qu'il y avait un Premier ministre. Il a été tout à la fois, on n'a pas supporté, on l'a jeté. C'est pas possible. Vous vous rendez compte un peu? Un père-mère. Alors, c'est très important de savoir ça. Alors vous allez me dire, mais il sert à quoi le père?
Si ça n'est que pour être en quelque sorte la source de l'autorité, ou en tout cas celui auquel l'enfant ramène les choses, il sert à quoi? Mais il est fondamental, il est d'une importance considérable. Mais alors qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de veiller à faire en sorte que la mère ne se noie pas dans le gouffre de la maternité. Et de rappeler donc à cette mère qu'elle est une femme. Qu'elle est une femme, qu'elle est toujours désirable, que lui la désire et qu'il entretient cette féminité-là. C'est là qu'il faut situer l'action du père. Si elle n'est pas là, la fonction ne va pas bien. La preuve en est, c'est que dans les familles recomposées, c'est le nouvel homme de la mère qui a fonction paternelle. Vous voyez ? Donc, si je fais intervenir constamment la mère, comme vous l'avez relevé, c'est précisément parce qu'elle est l'actrice principale de l'éducation. Et de l'amour du père, le gamin, il n'a rien à foutre. Mais rien. C'est seulement beaucoup plus tard que ça viendra. Vous voyez ? Le gamin, lui, c'est l'amour de sa mère qu'il veut constamment vérifier. Et c'est pour ça que sa place est si importante à l'intérieur de l'éducation. Alors, je vais arrêter les questions parce que j'en ai 1000. Hein. Je les ai listées. Il y en a pour un petit moment. Gabriel, tout à l'heure, Aldo Naouri parlait du tikkun. Est-ce que vous le rejoignez? Est-ce qu'on répare des erreurs en faisant des enfants? Bon, c'est très compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, c'est très dur déjà d'intervenir après Aldo Naouri. L'exercice est quasi impossible. Et je ne vais pas aller sur son terrain. Je vais me placer sur celui du rabbin, si vous le voulez bien, du judaïsme. Mais il est très important, celui du rabbin. Je vous remercie. Mais bon, déjà, je suis très, très impressionné parce que je suis à côté de mon pédiatre. Mais je viens de faire une découverte. J'ai découvert une chose, c'est que je n'ai jamais été son patient. Ce sont mes parents qui ont été ses patients. C'est ça. Non, c'est ta mère qui a été sa patiente. Oui, et c'est ma mère. Mais moi, j'étais persuadé, je m'enorgueillais d'avoir été le patient du docteur Naouri. Bon, oui, je ne l'ai donc pas été. Mais si, vous l'avez été, mais de façon encore plus positive que si je m'étais adressé à vous. Puisqu'à partir du moment, le problème est là. Et c'est précisément le débat que j'ai constamment avec mes confrères pédopsychiatres. Et je passe, ça fait des années, des dizaines d'années que je passe mon temps à aller dans les congrès de pédopsychiatrie pour essayer d'expliquer qu'il vaut mieux travailler avec les parents qu'avec l'enfant. Ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, j'apporte mes cas, etc., etc. J'arrive pas à les convaincre. Ce que je leur dis, c'est que vous prenez l'enfant en thérapie, pendant la demi-heure où vous êtes avec lui, il fabrique un rang de maille, il rentre chez lui, on tire sur le fil et on défait 3 rangs de maille. Et ça va continuer comme ça, un travail de Pénélope. Prenez les parents. Essayez de comprendre ce qu'il en est dans leur objectif enfant, ce qu'il en est dans leur objectif de vie. Essayez de faire en sorte d'alléger la souffrance qu'ils ont gardée en eux, sans pour autant jamais pouvoir la situer. Essayez de faire en sorte que les choses se fassent ainsi, et vous verrez que ce seront les meilleurs thérapeutes de l'enfant. Parce que ce sera constant. Et c'est comme ça, vous voyez que... Alors, je poursuis où je commence même sur cette notion de tikkun, puisque vous m'y invitez, de réparation. Oui, certainement, réparation à plusieurs niveaux. Est-ce que déjà les parents réparent, de jeunes parents, allons dire, qui ont à peine une histoire de couple, réparent quelque chose en mettant au monde un enfant ou plusieurs enfants? Est-ce qu'éduquer, c'est réparer l'éducation qui aurait pu être défaillante en se promettant de faire mieux? C'est souvent le souhait de tout parent. Écoutez, je ne sais pas précisément. Ce qui est certain, c'est que je vais essayer de coller un tout petit peu au sujet qui nous réunit ce soir. Sans la moindre expertise médicale ou psychanalytique ou psychiatrique. Ce qui m'intéresse alors déjà, une chose que vous avez dit tout à l'heure que j'ai trouvé passionnante, et je suis sûr que vous aviez cette phrase en tête lorsque vous avez fait la métaphore du pont que vous expliquiez aux parents. Et vous connaissez probablement, très certainement, cette phrase qui est devenue même un chant populaire. Kol haolam kulo gesher samayad. Le monde entier est un pont étroit. L'important est de ne pas avoir peur. C'est magnifique. Et donc cette phrase ne dit pas il faut tester les limites, il faut avancer. Oui. Il faut avancer. On va tester les limites peut-être, mais il ne faudra pas avoir peur. Et au fond, peut-être l'éducation, c'est un peu cela, c'est d'apprendre à un enfant
de ne pas avoir peur. Et j'étais assez touché par ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants israéliens. Je n'ai pas effectivement remarqué, je ne pense pas que ce soit les plus indisciplinés au monde, comme vous sembliez le dire, mais en tout cas, il est évident qu'on essaye de les protéger pour certains durant leur enfance, sachant qu'ils vont être exposés à des peurs. Ça, c'était mon hypothèse qui a été démentie par des Israéliens. C'est pour ça que je l'ai exposé. Bon, mais en tout cas, elle me semble assez séduisante comme hypothèse. J'ai lu récemment un titre dans la presse, dans le Figaro. Vous vous souvenez peut-être de cet enfant, on parle d'enfant rebelle, on est bien d'accord, oui. Oui. Vous vous souvenez de cet enfant, ça avait beaucoup amusé les téléspectateurs, cet enfant auprès du pape à Rome, lors d'une messe, et puis on voit un petit enfant qui commence à s'asseoir à sa place, et puis qui commence à étreindre le pape, et le pape est très gêné, il ne sait pas très bien quoi faire avec cet enfant qui s'est échappé d'un groupe d'autres enfants, et ne veut pas le freiner en tout cas, puis il le laisse finalement, pour avoir la paix, il le laisse s'asseoir sur le fauteuil. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Et alors le Figaro avait titré comme ça « Un enfant rebelle finit dans le fauteuil du pape ». Oui. Et j'ai trouvé le titre intéressant parce qu'il rejoint pas mal notre sujet de ce soir. Parce que l'enfant rebelle, au fond, est cet enfant qui ne connaît pas de limites, soit qu'on ne lui ait pas fait connaître ou imposer, soit que lui-même essaye de s'en défaire. Je ne peux pas commencer mon propos sur l'enfant rebelle sans parler obligatoirement du seul exemple biblique évident que l'on appelle le Ben Sorer ou Moré. L'enfant rebelle, cet enfant qui est récalcitrant à la voix de ses parents. Et je vous cite le petit passage du Deutéronome de Dvarim qui nous parle de cet enfant rebelle, c'est très court. « Quand un homme a un fils rebelle et révolté qui n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, qui ne les écoute pas quand il le corrige. » Chaque mot est important. D'abord, dans le judaïsme, l'enfant rebelle est un garçon. Il n'y a pas de fille rebelle. C'est un garçon. C'est toujours un garçon. Et c'est pas parce qu'on s'intéresse davantage aux garçons qu'aux filles qu'on se focaliserait sur le garçon. Ça ne peut pas être une fille, et le Talmud en parle de façon abondante, mais ce n'est pas notre sujet immédiatement ce soir. Non, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Mais nous pourrions éventuellement centrer quelque chose là-dessus. C'est intéressant. Un enfant rebelle et révolté, mais qu'est-ce qui fait qu'il est rebelle et révolté ? Il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. C'est pas ou il n'écoute pas la voix de l'autorité du père. Non, c'est de son père et de sa mère. Et qu'il ne les écoute pas non plus, parce que les parents sont apparemment dans leur rôle, quand les parents le corrigent. Donc on ne peut pas dire que les parents aient renoncé, puisqu'ils le corrigent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce qu'il fait de terrible, cet enfant rebelle, parce que il va y avoir un châtiment assez définitif, qui va être la peine de mort, après présentation devant un tribunal rabbinique, devant un beth din. Et alors cet enfant, qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est de voler. Et de voler pour faire quoi ? Alors de voler à ses parents en plus, mais bon... Je ne pense pas que ce soit une chose extraordinaire, un enfant qui ait volé quelque chose à ses parents, qui vole à son père et à sa mère, pour pouvoir s'acheter de la viande et ne pas couper son vin. Parce qu'on estime qu'à l'époque du texte biblique, on donnait du vin à boire aux enfants, mais c'était coupé avec de l'eau. Et lui, il le buvait pur. Donc il mangeait de la viande et il buvait du vin. Voilà c'est quoi le fils rebelle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir à partir de quel moment on dressait le constat du fils rebelle. Le fils rebelle, ce n'était pas l'enfant rebelle. Le fils rebelle, c'est celui qui était devenu bar mitzvah, qui était donc majeur à 13 ans, bien entendu. Donc on parle d'une crise d'adolescence, en quelque sorte. À 13 ans, donc en pleine adolescence, il n'écoute pas ses parents. Il les défie. Et même la correction des parents n'a pas d'effet sur lui. Et à partir de ce moment-là, on dit quoi ? On dit cet enfant doit être présenté devant un tribunal rabbinique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents n'ont plus l'autorité suffisante et qu'il faut donc se soumettre à une tierce autorité. Bon, la psychanalyse n'existait pas, la pédopsychiatrie encore moins. La tierce autorité ici était une autorité qui n'était pas là pour que ça aille mieux, qui était là pour juger et pour voir quelle était la peine. Et donc la peine ici était la peine de mort. Le Talmud nous dit jamais un enfant n'a été mis à mort parce qu'il était un enfant rebelle. Mais souvent le Talmud pose un peu le trait pour que l'on prenne conscience de la difficulté de cet enfant.
Alors, l'enfant rebelle, c'est ça. Alors, dans notre thème, c'est l'enfant rebelle de point hyperactif et surdoué. Mais ça ne marche pas par rapport à notre... Est-ce que je peux intervenir sur cette histoire d'enfant rebelle et de recours à une autorité tierce? Quand on dit que l'enfant n'écoute pas son père et n'écoute pas sa mère, ni sa mère, et qu'il se rebelle, on peut dire de façon extrêmement assurée que les ordres du père ou les ordres de la mère étaient carents en termes de détermination. Ce qui permet à un propos d'atteindre l'enfant, c'est la détermination. C'est-à-dire le fait que le parent ne laisse pas de zone de négociation possible à l'enfant. Et ça, c'est perceptible à l'enfant qui est toujours branché sur l'inconscient de ses parents et en particulier de sa mère. C'est une leçon que j'ai reçue extrêmement tôt à l'intérieur de ma pratique de pédiatre par une mère juive Lubavitch, dans une scène extraordinaire tellement elle paraît surréaliste. Je n'ai jamais vu cette dame. Je toque à la porte s'ouvre, elle s'ouvre directement sur une très grande pièce de séjour, la porte. Il n'y a pas de couloir, directement sur la pièce de séjour. Devant moi, il y a une dame qui fait 1m48 et peut-être 40 kilos toute mouillée, avec son foulard tout de suite. Et derrière elle, il y a une tripotée de gamins, dont un qui marche à quatre pattes. Et je dis « Bonjour madame, je suis le docteur Naouri » et elle me répond « Docteur, comment fait-on pour se faire obéir ?» Ça fait quand même curieux comme dialogue. Et quand elle me dit ça, je me dis « J'ai commis une faute professionnelle » parce qu'elle a lu dans mon regard que j'avais embrassé le champ de vision que j'avais devant moi et que j'avais repéré qu'à hauteur d'enfant, tous les murs étaient crayonnés, déchirés, etc. Donc elle me dit, docteur, comment fait-on pour se faire obéir? Et du tac au tac, sans aucune... Je lui réponds, mais là, c'est propre. Vous voyez? Bonjour, je suis docteur Naouri. Docteur, comment fait-on pour se faire obéir? Mais là, c'est propre. Et je lui montre quoi? Je lui montre une bibliothèque qui, du sol au plafond, est entièrement pleine de livres hébraïques, mais c'est nickel. Et elle me répond, là, ils savent que c'est interdit. Comment peuvent-ils savoir? Parce que quand elle leur a dit « je vous interdis cela », en même temps elle a écrit en dessous « si vous le faites, je vous tue ». C'est ça la détermination. Et ça n'est pas rien qu'éventuellement l'enfant vive ses parents comme des individus à craindre. Et c'est pas rien que l'enfant puisse éventuellement avoir peur d'être détesté de ses parents. Ce n'est pas rien qu'il veuille gagner leur amour. Et il a la trouille de ses parents, à commencer par sa mère. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 10 mois, il est tranquille, il se sent comme un morceau d'aile. Et à 10 mois, il a maturé, il est devenu en définitive beaucoup plus mobile, etc. Ses neurones se sont encore mieux agencés et il s'aperçoit d'un seul coup, dans ce fameux stade, dit stade du miroir, qu'il est lui et pas un morceau d'aile. Alors c'est la jubilation et en même temps l'arrivée de l'énorme angoisse de mort qui survient et qui définit l'humain à partir de là. Mais il va faire une expérience à partir de ce stade-là, c'est qu'il va se rendre compte que quelquefois il appelle sa mère, elle ne vient pas. Il s'est tordu le bras en tournant dans le lit, il hurle, elle ne vient pas. Il hurle encore plus fort, elle ne vient pas, elle est descendue chercher le courrier. Vous voyez? Quand elle finit par venir, il se rend compte que ça y est, il est sauvé. C'est très important de repérer ça. Pourquoi? Parce que non seulement ça va lui permettre de constituer ce qu'il en est, de percevoir sa mère selon un scénario particulier, mais c'est comme ça qu'il va rentrer dans la prise de conscience de la vectorisation du temps. C'est-à-dire que la fois d'après, quand il est en train de hurler qu'elle ne vient pas parce qu'elle est dans son bain au téléphone avec sa copine, il est là en train d'être désespéré et quand elle revient, il se dit, elle est revenue comme la dernière fois. La fois d'après, quand elle ne vient pas, il se rappelle qu'elle est venue. Et il rentre dans la perception du temps par le futur antérieur. C'est quand même assez étrange.
D'accord ? Mais au bout d'un certain nombre d'expériences de cet ordre, il va finir par conclure que sa mère a tous les pouvoirs. Elle a le pouvoir de le secourir et de le faire vivre, mais elle a également le pouvoir de refuser de le faire vivre. Et sa mère va devenir un individu particulièrement effrayant, terrorisant. Et c'est en cela, si vous voulez, c'est ce qui va armer d'ailleurs l'action éducative de la mère. Mais son scénario, c'est « elle peut me tuer ». Si jamais la mère continue à être la vestale de cet enfant et à lui dire à tout ce qu'il demande, cet enfant ne corrigera en aucune façon sa perception. Sa mère restera toujours une personne qui peut le tuer et l'angoisse de mort va rester au sommet, au summum. Tandis que si sa mère l'éduque et qu'en définitive elle intervient en mettant des limites, etc., ce qui va se passer, c'est qu'il va se sentir vivre sans que ce que sa mère fait ne l'atteigne de façon profonde. Et c'est là qu'en voulant gagner l'amour de sa mère, il finit par corriger petit à petit son scénario de départ et se dégager de cette angoisse-là. Mais le fait que l'enfant ait peur de ses parents, peur entre trois paires de guillemets, c'est-à-dire au fin fond de lui-même, est ce qui permet l'action éducative des parents. C'est sur ce fond-là que ça se fait. Et il ne faut pas oublier que, justement, le père, dans la mesure où il prive l'enfant de la disponibilité à 100% de la mère en la réclamant comme étant sa partenaire sexuelle, ce père-là a justement une capacité considérable à frustrer. Et donc, on va avec lui rentrer dans des négociations qui conduiront à ce qu'on appelle l'Édipe, etc. Et là, on serait branché presque sur le fils rebelle par rapport à la fille. Pourquoi ? Parce que l'Édipe n'est pas le même du côté masculin et du côté féminin. C'est-à-dire que l'enfant qui va donc lutter avec sa toute-puissance contre la toute-puissance qu'il attribue fallacieusement à sa mère, cet enfant-là, à un moment, va se dire « il faut que je m'assure encore mieux de sa mansuétude, du fait qu'elle ne va pas me nuire, qu'elle ne va pas faire de moi l'objet de ses vices. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le petit garçon trouve la chose la plus simple du monde. Je n'ai qu'à lui dire que je vais me marier plus tard avec elle. C'est une bonne opération. Comme ça, elle me gardera en vie pour cette éventualité. C'est facile pour le petit garçon. Et la petite fille ? Elle ne peut pas faire ça, elle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va voir, elle va examiner. C'est toute la subtilité féminine est là. Et elle va examiner son alentour et elle va se rendre compte qu'en définitive, auprès de la mère, il y a quelqu'un qui semble quand même compter beaucoup pour la mère. Et si je m'en faisais un allié, il me protégerait peut-être. Et c'est comme ça qu'elle va donc solliciter l'attention du père, c'est-à-dire qu'en définitive, son amour premier, c'est pour la mère, mais elle va, en quelque sorte, solliciter le père et lui dire « je te donne mon amour si tu me protèges ». Et la fonction du père de la fille, pour la fille, c'est de la protéger de sa mère. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle, dans toutes les sociétés traditionnelles, jusqu'à une période encore récente, un homme allait demander la main d'une jeune femme à son père, lequel père la lui donnait, en lui disant « tu prends mon relais, c'est à toi de protéger cette jeune fille de sa mère ». Vous voyez ? Alors, cette petite fille, quand elle fait cela, immédiatement prend acte de deux erreurs qu'elle a commises. La première, c'est de s'être détournée de façon manifeste de son père, et donc de craindre que sa mère ne lui en veuille terriblement. Et la deuxième, c'est qu'elle drague le mec de sa mère. Deux choses énormes comme ça. Oh là 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 là. Oh là là, ma mère va sévir encore plus, donc je ferme ma gueule, je baisse la tête et je m'écrase. Et c'est pour ça que les parents qui ont élevé des filles et des garçons vous disent toujours que c'est beaucoup plus facile avec les filles qu'avec les garçons. Vous voyez, voilà une explication à la possibilité que ce soit un fils qui soit rebelle. La fille, elle est là, ne pas déplaire.
Alors Gabriel, pour reprendre le thème de l'éducation, parce que c'est quand même au centre également de ce débat, et Aldona Ouri nous l'a très bien fait comprendre en faisant le distinguo entre l'instruction donc et l'éducation. Quand on regarde du côté de nos textes fondateurs, on éduque en interdisant. Tu ne feras pas, tu ne diras pas, tu ne tueras pas. Donc c'est vrai qu'on a un champ quand même de possibles, mais on a un champ de possibles que parmi des interdits. Alors comment est-ce qu'on peut analyser ce champ de possibles qui finalement est entouré de beaucoup de négations? Bon, déjà, on enseigne 2 fois par jour un juif pieux dans la prière du Shema Israël, rappelle cette phrase, Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Il n'est pas dit tu diras non à tes enfants, tu diras oui. C'est avant tout qu'il y ait cette communication, et cette communication par l'éducation. Et éventuellement par l'exemple, ce qui est mieux encore à mon sens. Je vous coupe tout de suite. Tu enseigneras à ton enfant, ça ne veut pas dire tu éduqueras. On retombe sur le distinguo tout à l'heure. Non. Donc là, on est vraiment dans l'instruction et pas dans l'éducation. Je parle de communication, parce que tout à l'heure, le docteur Naouri parlait j'ai retenu cette phrase, de la rupture de la communication comme une punition. Effectivement, c'est une punition. Dès lors que cette communication existe, et par l'enseignement en plus, ça crée je pense que ça crée un lien affectif supplémentaire qui est peut-être là une forme de reconnaissance au fond de la valeur de l'enfant, en lui disant finalement tu mérites que je t'enseigne quelque chose. Mais j'ajoute une chose, c'est que vous parlez des lois négatives. Il y a dans la Torah, il y a des mitzvot, des commandements positifs et négatifs. Un parent n'est pas là que pour enseigner ce qui est négatif. Il y a tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, puis il y a fais. Alors peut-être que lorsque c'est dit avec autorité, fais, ça peut apparaître aussi fort que quelque chose de négatif. Mais en tout cas, ces 2 catégories de mitzvot, de commandements, doivent être enseignées, et positifs et négatifs. Et on rejoint peut-être la métaphore du pont, encore une fois, que j'aimais beaucoup tout à l'heure, parce que les mitzvot, les lois, sans être intégristes et rigoureux dans mon propos, mais les lois, c'est ce qui permet de ne pas trop s'écarter à droite ou à gauche et de ne pas frôler les limites. On reste dans un cadre, comme ça, qui est en plus séculaire, ça fait des milliers d'années que ça marche, plutôt pas mal. Donc on reste dans ce cadre-là et on fait avancer l'enfant à travers les mitzvot. Mais enfin, ce ne serait pas pleinement satisfaisant parce que ça réduirait la Torah à un petit manuel de psychologie. Il y a quand même dans la Torah quelque chose d'absolument. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je tends la perche parfois. Je veux dire extraordinaire qui est quand même l'Exode. Oui. On a un peuple entier qui n'est pas éduqué. Oui. Et ce peuple commet l'histoire du veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe? La punition tombe. Il n'est pas question que ce peuple gagne la terre promise. 40 ans de désert. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont mourir, à l'exception de 3 personnes. N'est-ce pas? Pas beaucoup, sur 600 000. 3 personnes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pendant cet exode? C'est là que vont être mis en place l'ensemble des commandements. C'est un énorme traité d'éducation. J'ai un autre regard là-dessus. Pardon? J'ai un autre regard parce que j'allais y venir sur l'Exode et sur la personnalité, en particulier de Moïse. Oui. Parce que moi, j'ai fait les choses autrement. C'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Donc, je me suis intéressé au surdon, au surdoué et les différentes définitions qu'on peut trouver pour parler du surdoué ou de la personne à haut potentiel ou intellectuellement précoce, enfin ce que l'on veut encore. Et alors dedans, je regardais un petit peu toutes les caractéristiques, les symptômes. Parfois on parle de symptômes, donc ce serait une maladie. Et là-dedans, je me suis dit, mais on est en train de faire le portrait de Moïse. Je m'explique. De mes lectures, je lisais que l'on parlait principalement, enfin très rapidement, d'un syndrome de dysynchronie qui peut s'exprimer par des troubles névrotiques, de la paranoïa, des angoisses, des troubles obsessionnels, ce qui ne rend pas la chose très sympathique en même temps. Du reste, je fais juste une petite parenthèse, c'est que je suis toujours surpris par ces superlatifs ici, de hyperactif ou de surdoué. Déjà, être doué, c'est pas mal. Être actif, ça donne déjà une idée de mouvement, mais alors hyper ou sur... et je me dis, je ferme ma parenthèse dans un instant,
Mais bon, je connais votre thèse qui est très, très, très intéressante sur les mères juives qui n'existeraient pas. Mais enfin, n'empêche qu'il se passe quand même des choses, parce que, alors c'est peut-être propre à toutes les mères, mais on est d'accord que la normalité ne suffit pas. Beaucoup se contenteraient d'une normalité de leur enfant, en espérant simplement une chose, pourvu que mon enfant soit normal. Mais si en plus il peut être doué, et alors si en plus il peut être surdoué, c'est pas simplement doué, mais encore plus que ça, doué... c'est une malchance. Bon, alors on peut... Il vaut mieux qu'il soit simplement doué. Qu'il soit simplement doué. Bon, mais donc pas simplement dans une Quand tout à l'heure, normalité. vous disiez pourquoi il perd, c'est ce que j'ai expliqué par rapport, si vous voulez, par rapport à l'enfant agité, oui. L'enfant hyperactif est hyperactif. C'est-à-dire que l'enfant agité, il peut être agité, mais il peut rester un quart d'heure, 20 minutes assis. L'hyperactif ne s'arrête pas. L'hyperactif ne s'arrête pas. Voilà. Bon. Mais lorsqu'on prie, on accompagne aussi par le geste, souvent la prière, par le balancement, qui, paraît-il, nous aiderait davantage encore à nous concentrer dans la prière, à faire abstraction du monde environnant. Et souvent, dans l'hyperactif, il y a une forme d'hyperactivité dans la prière, hein, n'est-ce pas ? Non, mais non, c'est rien du tout à côté de l'hyperactivité. J'entends dire, ça dépend comment vous priez. Hein. Non, le balancement en question a une fonction au niveau neurologique, si vous voulez, et c'est exactement ce qui se passe quand éventuellement, de façon similaire, quand vous êtes dans un train, quand vous êtes dans un mode de transport, etc. Cette sorte de balancement produit des endorphines, c'est-à-dire des substances qui donnent un certain bien-être. Vous voyez ? Ah, parfaitement. Voilà. Et quand on est là dans la prière, c'était une image. Ya Rabbi, je suis là avec toi. Ya Rabbi. Bon, voilà, ça. Je suis bien. Regardez, je vous demande une faveur énorme. Vous me donnez juste 5 minutes. Oui, pas plus. Mais vraiment pas plus. Je n'en demande pas plus. Je vous assure, 5 minutes. Je déroule simplement un tout petit peu mon propos et vous me rendrez heureux ce soir. Mais je vous en prie. Parce que moi, je veux dire, tout comme vous, j'étais venu pour écouter le docteur Naouri. Mais je me suis dit, on me fait un privilège ce soir, c'est qu'on me permet de m'asseoir à côté de lui. Voilà, donc c'est ce qui me... Mais si je peux dire juste 2 petits mots en plus, j'en serais heureux, croyez-moi. Donc je continue sur ces caractéristiques du surdoué, et qui pour moi font la personnalité de Moïse et qui vont nous intéresser par rapport à l'épisode de l'Exode et de la sortie d'Égypte et des lois. On nous dit que souvent on va trouver chez le surdoué un bégaiement, qui va être un signe assez pathologique finalement, parce que l'on va considérer que sa pensée est plus rapide que sa diction. Bon, Moïse était bègue, hein, on le sait, et il en souffrait, et lui-même a décrit son bégaiement d'une façon très intéressante. Il n'a pas dit « je suis bègue », il a dit « j'ai des lèvres qui ne sont pas circoncis ». Terme unique, enfin on va le retrouver, on va jamais retrouver ce terme-là. C'est-à-dire qu'il avait lui-même la conscience de son handicap, en tout cas il le vivait comme un handicap, et quand est-ce qu'il va dire « j'ai des lèvres qui ne sont pas circoncis » ? C'est lorsque Dieu va lui dire « eh bien c'est toi que j'ai choisi, tu vas aller voir le Pharaon et tu vas aller me libérer tout ce peuple-là ». Et pour lui la tâche est juste démesurée, et il va falloir trouver quelque chose pour expliquer qu'il n'est pas celui qui va pouvoir, rendez-vous compte, il est bègue, et Dieu choisit un bègue pour porter sa parole. C'est quand même singulier, on est d'accord. Et il va dire « je ne peux pas, mes lèvres ne sont pas circoncis ». Vous savez ce que représente la circoncision dans le judaïsme ? La circoncision, c'est ce qui est achevé. L'acte de la circoncision consiste à dire que lorsqu'un garçon naît, il n'est pas achevé. Et que la chance va être donnée à son père. C'est très intéressant parce que ce que vous disiez tout à l'heure est le lien particulier entre la mère et l'enfant. Bon, le père va pouvoir mettre sa touche, et ça va être la touche finale. Ce n'est pas les 9 mois, c'est la touche finale. Et il va donc pouvoir parfaire cette création. Et en retirant cette excroissance. L'excroissance, c'est bien que c'est en trop. Bon, alors les lèvres qui ne sont pas circoncis, c'est quelque chose qui n'est pas achevé. Et au niveau de la parole, ce n'est pas achevé. La parole, c'est un outil, ce n'est pas que la parole, c'est peut-être également la pensée ou une certaine logique. L'on va nous dire toujours, par rapport aux personnes surdouées, que ce sont des personnes qui auraient tendance à poser beaucoup de questions, et ces questions sont souvent d'ordre métaphysique,
ou sur les origines. Bon, Moïse est celui qui va, face à ce buisson ardent, être en interrogation face à Dieu. C'est un parcours assez proche de celui d'Abraham, du reste, quand on regarde la découverte de Dieu et le lien singulier avec Dieu, la rencontre avec Dieu. Abraham, un enfant rebelle parmi les enfants rebelles, vous vous rendez compte, par rapport à ses parents, la révolte. Bon, il a attendu longtemps quand même, parce que c'était un grand garçon de 40 ans, mais c'est le moment où il a décidé de partir de chez ses parents. Mais avec pertes et fracas dans tous les sens du terme, en détruisant tout derrière lui, en partant. Bon, pour continuer sur cet enfant surdoué, ce serait quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui. Moïse était de celui-là, puisqu'il va dire à Dieu, mais je ne peux pas. Il n'a pas confiance en lui. Il serait, nous dit-on, altruiste, avec un sens aigu de la justice, ou une surréaction face à l'injustice, disiez-vous tout à l'heure, je vous cite. C'est quoi cet Égyptien qui le va tuer, en voyant un Hébreu frapper? Ça va être une réaction qui n'a rien de logique. Ça va être une réaction instantanée, de l'émotion, mais ne tolérant pas cette injustice. Alors, je lisais à chaque fois donc tous ces points, comme ça, qui définissaient l'enfant surdoué. Et Moïse me semblait entrer entièrement dans cette catégorie. Ce n'est pas la catégorie de l'enfant rebelle. L'enfant rebelle, juste pour revenir un tout petit instant, si vous voulez bien là-dessus, c'est celui qui va s'opposer de façon constante, je parle du judaïsme ici naturellement, s'opposer de façon constante aux contraintes familiales. Une contrainte est juste inacceptable. C'est-à-dire que même si les parents posent des contraintes, des règles, et le font de la meilleure façon possible, il va s'y opposer. Alors encore une fois, je vous disais tout à l'heure, la crise de l'adolescence semble... Bon, c'est un petit peu, on repousse un peu les contraintes, on apprend à dire non, on s'oppose. Enfin, le non arrive beaucoup plus tôt dans la vie de l'enfant, mais en tout cas, on l'affirme avec force. Mais c'est pas simplement qu'il va refuser les contraintes, c'est qu'il va provoquer. C'est qu'il va refuser, au fond, toute forme d'autorité. En cela, disais-je, Abraham... Même si on va dire, oui, mais les raisons sont très nobles pour Abraham de s'opposer à ses parents, c'est des idolâtres. Mais c'est pas satisfaisant en soi. Là, c'est le rabbin qui vous parle. Ça ne suffit pas pour parler de cette opposition aux parents. Et puis, l'autre chose encore que je voulais ici souligner, parce que c'est un petit peu brouillon, c'est difficile. Je veux réagir à chaque point que vous avez dit tout à l'heure. Dans le judaïsme, canaliser l'enfant rebelle, donc ce Ben Sorer ou Moré, c'est déjà lui faire accepter sa place dans la famille. Parce qu'on nous dit l'autorité du père et l'autorité de la mère. C'est lui dire qu'il n'est ni le père ni la mère et qu'il est encore moins Dieu. Voilà, encore moins au-dessus de ses parents. Et s'il y a cette autorité suprême qui est le Beddin qui vient trancher, c'est pas simplement pour avoir une tierce autorité, mais c'est pour avoir l'autorité, le Beddin c'est une assemblée de rabbins qui serait la plus proche finalement d'une représentation qu'on pourrait avoir de la divinité ou de l'autorité supérieure. Et si c'est cette autorité qui le juge, c'est pour lui dire que, il n'est pas à cette place-là et que cette autorité a raison de le juger. J'ajoute un point sur le Ben Sorer ou Moré, très, très, très intriguant, vraiment c'est l'un des points les plus intrigants dans la Torah. On nous dit donc cet enfant à 13 ans, c'est un enfant. On va le mettre à mort, en plus de la façon la pire qu'on puisse imaginer, parce que c'est la lapidation par les hommes de la ville. C'était le châtiment ultime dans une peine de mort. Un enfant de 13 ans. Et alors, le Talmud va même un petit peu plus loin dans Sanhédrin, en disant faites-le mourir innocent et non mourir coupable. C'est-à-dire que l'on imagine par avance, vu les déviances finalement de cet enfant, ce qu'il sera à l'âge adulte. Et pour qu'il ne soit pas le grand criminel que l'on peut imaginer ou que l'on pressent chez l'enfant de 13 ans, eh bien on le met à mort à ce moment-là. Encore, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'a jamais été exécuté, cette peine-là. Mais on le met à mort pour qu'il ne soit pas plus dangereux encore vis-à-vis de la société, vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire qu'on le soustrait totalement à la société pour l'enfant rebelle. Et puis,
cette notion d'hyperactivité également ici. Moi, en revoyant également toutes les caractéristiques de l'hyperactif, je me disais qu'Abraham y répondait pas mal. Mais c'est pas simplement ceci, c'est pas le fait qu'Abraham répondait à cette caractéristique, c'est que, au fond, ce qui fait la caractéristique de tous ces grands personnages bibliques, Abraham, Moïse et les autres, mais peut-être la caractéristique de tous les grands, enfin, hommes ou femmes, ceux qui se singularisent, c'est qu'ils ne sont pas dans cette, j'y mets énormément de guillemets, j'aime pas ce terme, mais dans cette forme de normalité. C'est que obligatoirement, il y a un don. Obligatoirement, il y a quelque chose en plus. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre de la génétique là-dedans, et une transmission du don, on peut le croire, il y a des familles tout à fait brillantes, une à ma droite. Oui. Et puis, l'on pourrait penser, et le judaïsme va plutôt s'attacher à cela, que ce qui va faire la singularité de telle ou telle personne, c'est l'éducation, ce dont on parlait tout à l'heure. Et que des parents ont ce potentiel de transformer en ce qu'il y a de mieux ou en ce qu'il y a de pire un enfant. Que la vraie fonction est la fonction des parents qui va nous importer dans tout cela, et que l'enfant surdoué, hyperactif, ce que vous voulez, n'est que la sanction, la récompense ou autre chose de l'éducation parentale. Bon, eh bien le judaïsme, en cela, est pas mal fait, puisque le rôle des parents, mais le rôle unique des parents, la fonction d'un parent, la raison d'être d'un parent, c'est d'éduquer son enfant. C'est de l'instruire. C'est la seule fonction. La seule. Oui. D'éduquer. Oui, alors pourquoi je dis éduquer et instruire ? Dans les fonctions du père, il y a des fonctions très surprenantes. On va dire que des parents doivent apprendre la différence entre le bien et le mal. C'est ça la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est le moment où l'enfant, bar ou bat mitzvah, ça va être le moment où on va considérer que les parents ont enseigné à l'enfant le bien et le mal. Et à partir de l'âge de 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, eh bien cet enfant est capable, lui-même ou elle-même, de prendre des options, de faire des choix en fonction de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est pour ça que l'enfant rebelle, dans le judaïsme, ne l'est pas avant 13 ans. Puisque c'est la responsabilité des parents. Donc on ne va pas tout de suite édicter un enfant, puisque ce sont les parents qui sont défaillants à ce moment-là. C'est plus une question sur les parents. Éducation et instruction, parce que le père, par exemple, dans ce qu'il doit apprendre à son enfant, il doit lui apprendre un métier, par exemple. Il doit, voilà, j'allais y venir, il doit lui apprendre à nager. À nager. Alors, c'est pas simplement pour passer de belles vacances en Israël que vous ne semblez pas aimer, finalement, pour les enfants, et de pouvoir se barboter comme ça. Nager, signifie beaucoup de choses, naturellement. C'est de pouvoir se maintenir en vie par soi-même, d'avoir une certaine autonomie. On va demander ça au père. Donc, il y a à la fois l'éducation, il y a à la fois l'instruction. Enfin, les deux sont liés ici. C'est par l'exemple, par la reproduction de quelque chose, de définir ses fonctions vitales. Et ça m'intéressait dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'hyperactif, parce que je résumais un petit peu votre propos, vous me dites si je me trompe, l'hyperactif a besoin de se rassurer d'être en vie. Hein, c'est bien cela. Bon, le père, ici, dans cette vision du judaïsme, va aider l'enfant à se rassurer en disant « Je te donne en plus les outils pour que tu aies confiance en toi, n'aie pas peur, aie confiance. Aie confiance. » En cela, si vous voulez, l'intéressant dans le judaïsme, et c'est comme ça que vous avez parfaitement raison de faire le glissement entre éducation et instruction, c'est que d'abord l'instruction commence très tôt, d'une part, et que d'autre part l'instruction procède de la transmission d'un certain nombre de valeurs morales qui habituent l'enfant à ce qui est interdit et ce qui est permis, au nom précisément d'une transcendance, c'est-à-dire de quelque chose à quoi chacun est soumis. Pour ma part, je voulais juste donner deux précisions. L'hyperactif, les enfants hyperactifs, c'est une épidémie récente, historiquement. Je veux dire que, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé mon activité en 1965, moi je l'ai vu éclore. L'hyperactivité en 1965, ça n'existait pas. Vous voyez ? J'ai vu éclore
cette pathologie, et c'est directement lié à des mutations sociales et à des mutations de la manière dont les individus se vivent, au point précisément qu'il peut y avoir des problématiques autour de vouloir un enfant vivant ou pas vivant, ou ne pas vouloir vivant. La deuxième chose que je voulais dire, c'était reprendre cette histoire d'enfant rebelle et du châtiment, c'est-à-dire la mise à mort. Je trouve ça extrêmement intéressant, si vous voulez, si on prend l'enfant rebelle comme un individu hypranarcissique, c'est-à-dire n'ayant d'amour que pour lui-même. Il va falloir le tuer symboliquement. Et on a justement des manières de faire qui tuent symboliquement l'enfant, aujourd'hui, sous la forme des milieux fermés. J'ai rencontré dans un train venant de province un mien ami qui est un psychiatre des hôpitaux travaillant pour le ministère de la Justice. Et il me raconte comme ça qu'il a été envoyé en mission auprès d'un service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents pour savoir comment donner suite à l'affaire qui les préoccupait. C'est un garçon de 13 ou 14 ans qui a commis 31 infractions en 15 jours. À chaque fois, il passe devant le juge. Évidemment, l'âge qu'il a est tel que, etc. On finit par le confier à un service de psychiatrie de l'adolescent. Et le service de psychiatrie de l'adolescent recueille de la part de ce garçon un propos qui consiste à dire « Donnez-moi un studio et 1 000 € par mois et vous n'entendrez plus parler de moi. » Et les psychiatres trouvent que ça n'est pas une mauvaise solution. Donc, ils soumettent la proposition au juge, lequel juge est prêt à faire en sorte qu'on donne un studio et 1 000 € à ce garçon. Ça remonte au ministère de la Justice, lequel ministère de la Justice dit « Ah non, pas question. Il faut absolument qu'on envoie quelqu'un pour regarder cette situation. » Donc, l'ami en question, mon copain, va là-bas, examine le dossier de l'enfant et dit « Il n'en est pas question. » Parce que quand il vous dit qu'il ne vous fera plus parler de lui, il peut tenir sa parole un certain temps, mais nous ne savons pas ce qu'il va devenir ultérieurement. Il faut donc le mettre en milieu fermé. Et le chef de service de psychiatrie, il a dit « Alors, tu la joues à la Naouri ?» Il m'a dit « Tu es devenu un concept. » Voilà. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en milieu fermé, c'est véritablement faire en sorte d'opposer à cet hypranarcissisme de l'individu quelque chose d'une loi qui lui fait découvrir non seulement l'existence des autres, mais les lois, et la loi en général. Et ça, c'est un meurtre de l'enfant imaginaire qu'il était pour lui-même. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans sa réalité d'enfant, et véritablement, c'est de l'ordre du meurtre d'une image. Vous voyez ? Je vois d'autant mieux que dans j'allais dire une autre vie, mais dans un âge un petit peu plus jeune, il m'a été donné de passer quelques mois dans une yeshiva, oui, n'est-ce pas ? Et c'était un repère, oui, littéralement, oui, d'enfants en difficulté. Et les parents les mettaient dans la yeshiva en se disant, bah là, ils vont être cloîtrés, l'éducation va être stricte, oui, et puis ils vont passer des journées entières à apprendre les lois, celles que l'on fait, celles que l'on ne fait pas. Et il y avait là quelque chose de cette éducation, mais c'était relativement contre-productif, à vrai dire. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans ce cercle, qui arrivaient dans cette institution, n'en ressortaient pas obligatoirement meilleurs ou apaisés, mais peut-être encore plus récalcitrants vis-à-vis de l'autorité parentale, parce qu'ils vivaient ce qui aurait pu être une formidable opportunité d'avoir accès au texte et d'apprendre toute la journée comme une sanction. Alors, moi j'ai une source d'information d'une institution de cet ordre à Jérusalem qui s'appelle Shaarei Rahamim, et les résultats qu'il donne sont vraiment des résultats positifs. C'est une question de style. Alors, Abraham hyperactif, Moïse surdoué, la yeshiva repère d'enfants en difficulté. Moi, je suis mal, hein, là. Mais c'est pas grave, on va essayer de reprendre la situation en main. Ceci étant, pour reprendre le Moïse surdoué, si on reprend la thèse d'Aldo Naouri, moi qui m'a fait tiquer, parce que d'abord c'était la première fois que je l'entendais, et elle m'interpelle, mais on va y revenir, sur les enfants surdoués qui auraient été humiliés,
qui aurait subi une humiliation, qui aurait vécu une tragédie comportementale. C'est vrai que ça colle pour Moïse, ce qui ne m'arrange pas. Mais c'est vrai que ça colle pour Moïse, parce que c'est vrai que commencer sa vie dans un berceau et être récupéré par une femme qu'il ne connaît absolument pas, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Sans compter de ce qui a pu arriver plus tard, oui. Et avant. Élevé parmi des courtisanes. Oui. Voilà, donc ça collerait plutôt avec cette thèse. Alors, je vais évidemment vous donner la parole parce que l'idée est que, comme on dit en d'autres lieux, la parole circule. Un mot simplement sur cette notion de surdoué. Vous nous avez dit que vous aviez été vous-même surdoué, donc oui, je m'en suis aperçu en lisant un livre sur les surdoués. Oui, mais c'est souvent comme ça. Oui, oui. Vous avez le syndrome de la mère juive, en tout cas, parce que c'est comme ça, nous aussi, qu'on reconnaît nos enfants. C'est en lisant les choses que souvent on peut arriver à dire que celui-là est. Je continue de dire qu'elle n'existait pas. C'est le syndrome de toutes les mères, oui. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a rien de génétique? Est-ce qu'il n'y a rien de chimique? Est-ce qu'il n'y a rien de physique? Non, il y a quelque chose de neurophysiologique tout à fait repérable, c'est-à-dire l'extraordinaire capacité des liaisons interneuronales et une sorte de développement. Mais qui ne sont pas préprogrammées, qui ne sont pas de l'ordre de la génétique. Elles ne sont pas préprogrammées. J'ai vu passer un livre dont le titre m'a amusé, le traumatisme qui rend intelligent. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti sur ce mode-là, c'est-à-dire un livre qui montre qu'il ne faut pas avoir peur des traumatismes qui arrivent dans l'enfance. Ça booste. Ça booste, bon, voilà. Je me suis promis de jeter un œil, mais je n'ai pas vu. Applaudir très fort Aldo Naouri, qui nous a fait le bonheur d'être avec nous ce soir. Et d'applaudir également le fils de sa patiente. Merci.